pour cette cinquième partie sur qualité, sécurité et conservation. Donc la qualité et le rendement d'une huile essentielle dépend beaucoup, on l'aura compris, des notions environnementales, ensoleillement, provenance, des qualités aussi de distillation, donc qualité d'alambic, qualité du savoir-faire de l'homme. Mais nous avons aussi le mode de culture, la méthode de cueillette va aussi intervenir dans la qualité finale. La période de la journée peut aussi impacter, voilà, donc c'est vraiment cette notion très très globale et vous l'aurez compris, qui fait qu'une huile essentielle ne peut pas être un produit figé et toujours identique. Pour autant, en effet, pour des notions de sécurité, une huile essentielle doit répondre, on va dire, à des critères quand même de sécurité et c'est ce dont nous allons parler. Mais il faudra différencier ce qui relève de la sécurité, on va dire, bien sûr thérapeutique, mais aussi de l'usage du consommateur et de ce que l'on va qualifier de qualité qui est beaucoup plus subjectif. Sur les notions de rendement, pour obtenir environ 1 kg d'huile essentielle, on va considérer que la densité est proche de 1, donc environ 1 litre d'huile essentielle. Il faut jusqu'à 4 tonnes de pétales de rose de Damas pour 150 kg de lavande officinale ou 50 kg de lavande. Par rapport à ces notions de rendement, c'est ce qui va faire aussi le coût de votre huile essentielle finale. Et qu'une huile essentielle de lavandin, un 10 ml va être à quelques euros, à peu près 5 euros, et une huile essentielle de rose va se trouver en 2 millilitres pour plus de 60 euros. Donc c'est très codépendant de la capacité de rendement aromatique de la plante. Globalement, la plupart des contenants que vous trouvez, c'est une moyenne de 10 millilitres qui correspond en fait à un prix, on va dire, moyen d'une huile essentielle. Dès qu'une huile commence à être un peu chère, vous la trouverez en 5 millilitres pour son premier volume, et quand une huile essentielle est très chère, vous la trouverez en 2 millilitres pour son premier volume. La notion de temps de distillation va impacter la qualité, nous l'avons vu dans la partie 4. Donc en effet, une huile essentielle, c'est vraiment ce totem de molécules. Donc plus la distillation est poussée à son terme, plus on a une huile essentielle très complète, même avec les 0,5% de telle molécule. Mais c'est ça qui va faire l'équilibre et la tonalité, cette qualité de l'huile essentielle, hein. Donc au niveau de l'odeur, la qualité se distingue par une notion très complexe de l'odeur. Donc on parle d'odeur très ronde, dans le sens où on va avoir des étages olfactifs, un petit peu comme le vin au niveau du palais, où on va avoir beaucoup d'histoires gustatives, de sensorialité. Et bien c'est pareil, la qualité d'une huile essentielle va se distinguer par sa complexité olfactive, qui ne voudra pas dire que vous l'appréciez ou pas, mais vous distinguez la qualité par cette complexité, par, j'ai envie de dire, l'histoire qu'elle raconte olfactivement. On sent des temps d'olfaction, des étages, une complexité, des choses qui vont chercher derrière. Voilà, plus c'est complexe, plus ça veut dire que c'est polymoléculaire, et généralement ça va avec un temps de distillation vraiment poussé à son bout. Évidemment, qui dit temps de distillation, on a vu que la technique d'alambic était quand même une technique qui est coûteuse et énergivore. Donc plus une distillation est menée à son bout, plus elle est qualitative et vous pourrez en avoir un usage thérapeutique, mais elle sera un peu plus chère aussi. Donc très souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais voilà, il y a quand même une notion de prix-qualité. Quand vous trouvez dans des grandes surfaces des huiles essentielles à très très bas coût, ne vous leurrez pas, n'attendez pas une qualité thérapeutique pour ces huiles essentielles. Je ne suis pas en train de montrer du doigt, mais tout dépend en fait de l'objectif. Disons que sur le marché de l'aromathérapie, hein, le plus gros volume des ventes de l'aromathérapie, c'est pour l'industrie de tout ce qui est produits ménagers. Mais n'allons pas vendre ce qui est utilisé pour fabriquer des produits ménagers, en tout cas pour voilà, les parfumés, à usage thérapeutique. Donc il va y avoir des cahiers des charges, et il va y avoir des qualités d'extraction, des qualités de distillation en fonction d'objectifs. Ce qui serait peut-être un petit peu malhonnête au niveau commercial, c'est quand on vous vend pour qualité thérapeutique des huiles essentielles qui sont à cahier des charges pour l'industrie des usages ménagers.
Voilà, donc en fonction de ce que vous voulez en faire, si c'est pour un usage pour votre seau, pour ajouter pour vos nettoyants, ou si c'est une huile essentielle pour de la diffusion, ou si c'est une huile essentielle pour un usage cosmétique, ou si c'est une huile essentielle pour un usage thérapeutique, vous n'allez pas acheter la même qualité d'huile essentielle. Nous allons parler ici d'une exception qui est l'exception de l'huile essentielle de Ylang Ylang, Cananga odorata. C'est une huile essentielle qui, pour être distillée dans son totum, demande presque 24 heures de distillation. Donc là, il est communément accepté dans la profession de faire des coupes de distillation. Donc c'est vraiment exceptionnel à cette plante. On fait des coupes et ce qui va vous permettre de trouver des huiles essentielles d'ylang différentes. On va avoir l'ylang extra qui va correspondre uniquement à la tête de distillation. On va trouver les cœurs de distillation qui s'appelleront ylang 1, 2 et 3. Très clairement, dans le commerce, c'est la 3 que vous trouverez. Les 1 et 2 ne s'utilisent quasiment pas. Et puis, la distillation qui va correspondre à tête, cœur et queue distillation, qu'on va appeler ylang ylang totum ou complète. Donc pour l'ylang, très volontairement, vous trouverez dans le commerce l'extra, la 3 et la totum. Donc ce sont des coupes de distillation. L'extra est vraiment la plus odorante, celle qu'on va plutôt utiliser pour des usages parfumerie et cosmétiques. Et on ira généralement sur la 3 ou la totum pour les usages thérapeutiques et complets de l'ylang ylang. La notion de contrôle qualité qui est valable surtout pour les laboratoires, dans le sens les laboratoires qui font de la distribution d'huile essentielle, donc qui sont rarement producteurs, ils vont acheter donc sur catalogue à des grossistes ou des producteurs. Donc ces laboratoires ont la nécessité de faire des contrôles qualité à réception. Différents contrôles donc, qui sont normés dans la profession. On a des reconnaissances organoleptiques, donc saveur, couleur, odeur, physico-chimique. On a donc des cartes d'identité physico-chimique connues pour chaque huile essentielle, une densité, un indice de réfraction, un pouvoir rotatoire. On va avoir aussi des chromatographies standards qui permettent d'identifier. Donc on a des chromatographies normées, un petit peu génériques pour une huile essentielle, pour voilà, avoir des notions de standards chimiques d'une huile essentielle. La dérive qu'on pourrait voir peut-être aujourd'hui sur le marché de l'aromathérapie, c'est que cette notion de chromatographie standard, qui est un peu une sorte de statistique, une fiche d'identité biochimique de l'huile essentielle, tend un peu, on va dire, à figer totalement le monde de l'aromathérapie et laisser à penser qu'une huile essentielle va être figée et répondre toujours à ses pics. On aura bien compris dans ce cours que c'est absolument impossible. Donc après, une huile essentielle de menthe poivrée doit rester une menthe poivrée. Donc en effet, on a des molécules identifiées avec des pics, voilà, plus ou moins. Mais on ne peut pas enlever totalement la variabilité d'une menthe poivrée. Mais voilà, le vrai souci dans le commerce de l'aromathérapie, c'est qu'aujourd'hui, ça va obliger peut-être certains producteurs ou distributeurs à faire des mélanges de l'eau, à faire des assemblages, voire même il est pratiqué en fait dans le métier des ajouts de molécules, et éventuellement même synthétiques, dans un lot qui peut très bien être certifié bio pour rendre le lot conforme à une chromatographie parce que l'on a peut-être parfois un peu trop figé. Donc c'est compliqué d'assurer la sécurité, évidemment, et pour autant ne pas rentrer dans des dérives en fait de cette hypersécurité. C'est aussi pour cela que personnellement, dans mon approche thérapeutique, je vais tenir une posture où l'aromathérapie reste donc une discipline naturelle qui n'est pas totalement maîtrisée. Et en fait, ici, la conscience se porte sur le fait qu'on a bien conscience que l'on ne maîtrise pas intégralement, et aussi de ce fait que l'aromathérapie garde une place complémentaire, annexe. En aucun cas on ne voudrait prétendre à faire du médicament ou à faire de l'allopathie avec nos huiles essentielles. Je pense que c'est vraiment très très important de se le rappeler. J'ai souvent des confrères
qui indiquent qu'eux travaillent avec des huiles essentielles, chémotypées. Donc déjà, à mon sens, il y a une erreur fondamentale sur la compréhension de ce qu'est un chémotype, donc analysé biochimiquement, comme si l'huile essentielle pouvait être, un produit fini, maîtrisé et toujours strictement identique. C'est une aberration, sinon c'est un produit synthétique ou qui a été remanié pour avoir strictement toujours la même biochimie. J'aime à parler de gestes thérapeutiques. On va connaître la plante aromatique et l'huile essentielle pour son geste thérapeutique donné par, en effet, certaines familles biochimiques et puis des vertus thérapeutiques expérimentées et connues et reconnues, aussi bien donc au niveau analytique par toutes nos approches techniques et scientifiques de chromato, d'analyses différentes, mais aussi par l'association à la pratique de terrain qui permet de valider aussi évidemment les vertus de ces huiles essentielles. Mais je pense que c'est une erreur de vouloir totalement figer et de vouloir faire de l'aromathérapie un médicament. Ce n'en est absolument pas sa place. Ainsi, donc la notion de sécurité, donc là où très souvent on parle de qualité, alors qu'en fait il s'agit de notion de sécurité, sur une étiquette, vous devez donc toujours avoir le nom latin, c'est obligatoire par le laboratoire, mais même vous, dans votre pratique, vous devez vérifier le nom latin de l'huile essentielle que vous utilisez. L'organe producteur doit être indiqué, puisqu'on peut avoir plusieurs huiles essentielles pour une même plante. Le chémotype s'il existe, donc je vous rappelle que ça concerne le thym, le romarin, la myrte et la marjolaine. Pour autant, souvent sur les étiquettes, en effet, vous voyez certains fournisseurs qui mettent CT ou analyse biochimique. Bon, c'est très bien que ça y soit, ça permet de vérifier que le laboratoire a fait son travail de contrôle qualité. Pour autant, souvent, soit en effet c'est la molécule majeure qui est indiquée, soit les allergènes. Donc c'est une information qui est difficilement utile, vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose. Donc voilà, c'est juste vérifier le labo a bien fait son travail, mais en aucun cas j'utilise moi cette information pour l'usage pratique et technique derrière. J'utilise mes ouvrages pour vérifier le geste thérapeutique par rapport donc aux monographies, et on verra ça en module 2, 3 et les modules experts, mais je ne me base pas sur ce qui est indiqué sur l'étiquette pour l'usage thérapeutique. La provenance géographique est importante, qui vous permettra de vérifier la notion de terroir de l'huile essentielle. Voilà, ça c'est vraiment les critères importants et principaux obligatoires. Par la suite, pour moi un peu plus secondaire, doit être indiqué 100% pur et naturel. Bien sûr que c'est important. A priori, déjà quand vous achetez dans des laboratoires de qualité et réputés en aromathérapie, vous avez, j'ai envie de dire, peu de crainte là-dessus. Mais 100% pur et naturel, dans le sens où il ne s'agit pas de synthèse, et pur dans le sens où ce n'est pas coupé, coupé à l'alcool, coupé à l'huile végétale, coupé voilà, d'autres manières. Donc bon, ça me paraît assez évident, mais c'est moi un critère de sécurité. Et puis la notion donc éventuellement de label bio, donc selon l'usage, donc s'il y a une reconnaissance d'usage alimentaire, vous pourrez trouver un label AB, mais si la plante n'est pas reconnue au niveau alimentaire, vous aurez des labels EcoCert, Cosmebio et autres. Voilà, mais distinguez bien la notion de label Cosmebio et AB, qui sont pour moi plus des labels administratifs, mais qui n'ont pas de rapport strict avec l'usage thérapeutique que nous allons faire de nos huiles essentielles. La notion de bio me paraît évidemment tout à fait principale pour les notions environnementales d'agriculture. C'est une qualité supplémentaire, mais il ne s'agit pas d'une notion de sécurité de l'huile essentielle. Pour la notion de conservation de nos huiles essentielles, donc dans un premier temps, évidemment, ne laisse pas les flacons à portée de main des enfants. À mon sens, ça se range au même endroit que les médicaments dans votre placard à pharmacie. Bon, en tout cas, voilà, à distance, on fait attention. On ferme bien les flacons d'huile essentielle car elles sont très volatiles. Généralement, les huiles essentielles sont conservées déjà dans des verres bruns ou des verres bleutés qui les protègent des rayonnements et évitent leur oxydation. Donc généralement, cela suffit, mais vous pouvez bien sûr les mettre
dans un placard pour les protéger un peu plus, mais ce n'est pas obligatoire, hein, du fait de ces verres. Et puis une notion de température entre, 5 degrés et 40 degrés, en gros en zone tempérée. Donc c'est sûr qu'on évitera de les prendre dans son sac de plage, pour les emmener voilà, en plein été ou de les laisser derrière le pare-brise. Et puis on fera attention aux très très basses températures. Au niveau des temps de conservation, on va distinguer selon si le flacon est fermé et flacon ouvert. Là, je ne parle pas des notions de DLU, hein, qui sont différentes et puis à viser plus, on va dire, d'usage du consommateur. Donc là, quand vous avez un flacon fermé, on va avoir une différence selon s'il s'agit de zeste d'agrumes ou des autres huiles essentielles. Cela tient en fait à la technique d'extraction. Les zestes d'agrumes, flacon fermé, se conservent en moyenne jusqu'à 3 ans, là où toutes les autres huiles essentielles, flacon fermé, se conservent jusqu'à 10 ans. Flacon ouvert pour les agrumes, 1 année, donc c'est quand même assez court en usage, et les autres huiles essentielles jusqu'à 2 ou 3 ans. Plus votre flacon sera entamé, plus il y aura d'air dans le flacon, plus il va s'oxyder, et ça sera mieux d'utiliser rapidement votre flacon. Donc j'ai aussi plutôt un conseil pour vous d'acheter moins d'huile essentielle, d'avoir un cœur d'huile essentielle avec une quinzaine d'huiles essentielles. Vous arrivez normalement à couvrir à peu près tous vos besoins. Pas besoin d'avoir une quarantaine de flacons chez soi et de ne pas les utiliser car vous aurez besoin de les jeter. Les huiles essentielles quand même s'oxydent et 2-3 ans finalement c'est souvent vite passé. Voilà, quand votre flacon vous sentez que c'est oxydé, donc là il y a pas vraiment, voilà, ça va être à l'odeur, vous sentez, c'est comme un produit qui a ranci ou qui est frelaté, il y a une odeur, vous sentez qu'elle s'est modifiée, elle porte à la tête et voilà, elle est différente, vous jetez votre flacon. Le produit se sera oxydé, on ne sait plus ce qu'on a dedans, donc vous ne pourrez pas l'utiliser pour de la diffusion et même usage ménager, je ne vous le recommande pas, donc c'est un produit qu'il faudra jeter.